Le 14 février 1943, les néons bourdonnaient dans le bloc 10 d'Auschwitz-Birkenau. La prisonnière 7998, une prof polonaise de 20 ans, nommée Wanda Połtawska, était attachée à une table d'opération tandis que le docteur Karl Gebhardt se tenait au-dessus d'elle, un scalpel à la main. Derrière la vitre d'observation, des représentants pharmaceutiques d'IG Farben prenaient des notes et calculaient les marges bénéficiaires. 3 jours plus tôt, les médecins avaient délibérément infecté sa jambe avec des bactéries mélangées à des copeaux de bois et du verre. Ils allaient maintenant voir si leur médicament expérimental pouvait la sauver. En cas d'échec, ils documenteraient sa mort et passeraient au sujet suivant. Ce qui s'est passé dans le bloc 10 n'a pas été découvert à Nuremberg. Quand tous les documents ont finalement été rendus publics dans les années 1990, ils ont révélé quelque chose de plus troublant encore que les expériences elles-mêmes. Les gouvernements alliés et les entreprises pharmaceutiques avaient utilisé ces données tout au long de la guerre, fondant la médecine d'après-guerre sur des recherches obtenues sous la torture. Avant de révéler ce que les institutions médicales ont caché pendant 50 ans, merci de liker et de vous abonner. Votre soutien nous aide à dévoiler des vérités que des institutions puissantes ont tenté d'effacer. Dites-nous dans les commentaires quelle institution nous devrions enquêter ensuite. En 1943, les expériences médicales nazies étaient devenues systématiques dans tout le réseau des camps. Le bloc 10 à Auschwitz et le bloc 30 à Ravensbrück servèrent de laboratoires médicaux où les entreprises pharmaceutiques payaient 3 à 4 Reichsmark par sujet expérimental, soit moins que le coût d'un animal de laboratoire. IG Farben, Bayer et Hoechst financèrent les essais cliniques. Les universités assuraient la supervision académique. Le bureau de la santé du Reich coordonnait les programmes de recherche. Les femmes prisonnières étaient particulièrement visées. Leur corps pouvait servir à tester simultanément des méthodes de stérilisation, des expériences sur la reproduction et des techniques chirurgicales. Elles pouvaient être maintenues en vie plus longtemps que les prisonniers masculins pour des études prolongées. Dans l'ensemble du système, environ 7 000 à 10 000 prisonniers, principalement des femmes, sont devenus des cobayes humains dans des expériences qui suivaient des protocoles scientifiques stricts, avec des comités d'éthique, des propositions de financement et des évaluations par des pairs. Wanda Połtawska est née en 1921 à Lublin, en Pologne. À 18 ans, elle étudiait la médecine et rêvait de devenir pédiatre. Elle parlait 4 langues. Elle écrivait de la poésie. Quand les nazis ont envahi le pays, elle a rejoint la résistance catholique, cachant des familles juives et distribuant des journaux clandestins. La Gestapo l'a arrêtée en février 1941 pour avoir fourni de faux papiers d'identité à un enfant juif. Elle avait 20 ans quand elle est arrivée au camp de concentration de Ravensbrück. Les médecins du camp faisaient régulièrement des sélections, mais pas pour les chambres à gaz. Ils cherchaient des femmes jeunes, instruites et en bonne santé. L'intelligence était un atout précieux. Les prisonnières, instruites, pouvaient en décrire les symptômes avec précision, ce qui rendait les données expérimentales plus utiles. Wanda a été sélectionnée en quelques semaines. Les gardes lui ont dit qu'elle allait être transférée pour recevoir des soins médicaux. À l'intérieur du bloc 10, tout semblait clinique. Des lits propres, des draps blancs, du matériel médical adéquat. Puis elle a vu les sangles sur les tables d'opération, les murs insonorisés, les fenêtres d'observation avec les logos des laboratoires pharmaceutiques. Le docteur Karl Gebhardt, médecin personnel de Heinrich Himmler et président de la Croix-Rouge allemande, lui a expliqué qu'elle participerait à d'importantes recherches médicales et à l'avancement des connaissances médicales. Il n'a jamais utilisé les mots « torture » ou « expérience ». Wanda avait été choisie pour des essais sur les sulfamides. Les médecins allaient infecter ses jambes avec des bactéries, puis tester si les nouveaux antibiotiques pouvaient soigner les infections. Le but, trouver des traitements efficaces pour les soldats allemands. Le prix à payer se mesurait à ses cris. Des années plus tard, elle se souviendrait du docteur Gebhardt prenant des notes pendant qu'elle convulsait à cause de l'infection, et des représentants pharmaceutiques hochant la tête derrière la vitre lorsqu'un médicament semblait prometteur. Les expériences ont commencé avec une précision chirurgicale. Les médecins ont fait des incisions dans les jambes de Wanda, non pas pour la soigner, mais pour créer des blessures. Ils ont introduit des bactéries, streptocoques, gangrène gazeuse. Pour simuler les conditions du champ de bataille, ils ont ajouté des éclats de bois, des morceaux de verre, des chiffons imbibés de saleté, puis ils ont attendu. La fièvre de Wanda a grimpé en flèche en quelques heures, l'infection s'est propagée, rendant sa chair noire et enflée. La douleur était comme un feu qui consumait sa jambe de l'intérieur. Les infirmières ont pris sa température toutes les heures. Les médecins ont pris des photos de la progression de l'infection. Aucun traitement n'a été donné, pas encore. D'abord, ils devaient montrer à quelle vitesse une infection non traitée pouvait tuer.
Ce n'est que lorsque les prisonniers étaient à deux doigts de mourir que les médecins leur donnaient des médicaments expérimentaux. Parfois, ça marchait. Souvent, non. Quand les médicaments ne marchaient pas, les médecins notaient l'heure du décès, prenaient des photos du cadavre, faisaient une autopsie pour voir les dégâts à l'intérieur, puis se débarrassaient du corps. Une nouvelle prisonnière prenait alors sa place sur la table. Wanda a survécu à sa première infection. Sa jambe ne guérirait jamais complètement. Pendant les 70 années qui ont suivi, elle a boité, preuve physique de ce qui lui avait été fait, impossible à nier ou à ignorer. Mais les expériences sur les sulfamides n'étaient qu'un début. Il ne s'agissait pas d'une cruauté aléatoire. Chaque expérience suivait des protocoles stricts. Avant chaque procédure, les médecins remplissaient des formulaires de demande de matériel. Culture bactérienne, instruments chirurgicaux, médicaments expérimentaux. Après chaque procédure, ils rédigeaient des rapports détaillés, taux d'infection, efficacité des médicaments, délai avant le décès ou la guérison. Les représentants d'IG Farben assistaient à des réunions hebdomadaires où les résultats étaient présentés. Ils apportèrent de nouveaux composés à tester, ils suggéraient des modifications du protocole. Ils versaient des primes aux médecins dont les recherches donnaient des résultats prometteurs. La torture médicale était devenue une transaction commerciale, avec des contrats, des livrables et des indicateurs de performance. Les archives découvertes après la guerre ont révélé l'ampleur du phénomène. Plus de 86 femmes ont subi des expériences sur les sulfamides rien qu'à Ravensbrück. Les dossiers médicaux détaillés de 74 d'entre elles ont été conservés. Ces documents sont horribles non pas pour ce qu'ils décrivent, mais pour la façon dont ils le décrivent. Langage clinique, mesures précises, observation impartiale de l'agonie. Un rapport rédigé par le Dr Gebhardt indiquait « Le sujet 7998 a fait preuve d'une tolérance exceptionnelle à la douleur, restant conscient tout au long de la procédure malgré une nécrose tissulaire étendue. Les signes vitaux sont restés stables jusqu'au 4e jour après l'infection. L'intervention médicamenteuse au 5e jour a montré une efficacité modérée. Le sujet a survécu, mais avec des lésions permanentes aux membres inférieurs. Le sujet 71-1998 était Wanda Pautawska. Les lésions permanentes étaient une jambe qui lui causerait des douleurs quotidiennes pour le reste de sa vie. Ce langage clinique avait un but. En transformant les femmes en sujets numérotés, en décrivant la torture en termes médicaux, les médecins ont créé une distance psychologique. Ils ne faisaient pas de mal aux gens, ils faisaient de la recherche. Le langage lui-même est devenu un outil de déshumanisation. Le bloc 10 abritait plusieurs programmes de recherche, tous plus horribles les uns que les autres. Le docteur Karl Kloberg a mis au point des méthodes pour stériliser les femmes sans chirurgie, en utilisant des injections de produits chimiques caustiques dans l'utérus. On disait aux femmes qu'elles allaient subir un examen gynécologique, puis on leur injectait des substances qui provoquaient une douleur atroce et une infertilité permanente. Kloberg tenait des registres super précis, notant qu'il pouvait stériliser une femme en moins de 10 minutes. Son objectif ? Développer une méthode applicable à grande échelle dans les territoires occupés. Les survivantes décrivaient les injections comme du feu liquide. Beaucoup ont développé des infections graves. Certaines sont mortes de complications. Celles qui ont survécu sont restées stériles à vie, leur corps ayant été altéré par une procédure déguisée en traitement médical. À Ravensbrück, les médecins ont retiré des parties d'os et de muscles des jambes des prisonniers pour tester des techniques de régénération et de greffe. Ils pratiquaient des incisions profondes dans la jambe, retirant parfois des parties entières d'os, puis observaient si le corps pouvait guérir. La plupart des prisonniers ont développé de graves infections. Beaucoup ont dû être amputés d'une jambe. Certains sont morts d'un choc ou d'une septicémie. Il ne s'agissait pas de procédures d'urgence sur le champ de bataille. Il s'agissait d'expériences électives, pratiquées sur des prisonniers en bonne santé, dans le but de faire progresser les techniques chirurgicales pour les soldats allemands. Les jambes des prisonniers étaient considérées comme des pièces de rechange, leur corps comme des mannequins pour la pratique chirurgicale. IG Farben utilisait les prisonniers des camps pour tester de nouveaux médicaments avant leur mise sur le marché. Il s'agissait d'expériences facultatives, réalisées sur des prisonniers en bonne santé, dans le but de faire progresser les techniques chirurgicales pour les soldats allemands. Les jambes des prisonniers étaient traitées comme des pièces de rechange, leur corps comme des mannequins d'entraînement chirurgical. IG Farben utilisait les prisonniers des camps pour tester de nouveaux médicaments avant leur mise sur le marché. Des anesthésiques expérimentaux étaient testés pour mesurer la suppression de la douleur.
De nouveaux antibiotiques étaient testés contre des infections provoquées délibérément. Même des produits cosmétiques, crème pour la peau, teinture pour les cheveux, étaient testés sur les prisonniers afin de vérifier s'ils provoquaient des effets indésirables. Un programme particulièrement grotesque consistait à tester la tolérance à la douleur. Les prisonniers étaient soumis à diverses tortures, brûlures, chocs électriques, fractures osseuses, tandis que les médecins mesuraient leurs réactions physiologiques. L'objectif, comprendre les seuils de douleur humains pour améliorer la médecine de guerre. Mais ces recherches n'avaient aucun but thérapeutique. Il s'agissait de tortures déguisées en science. Pourtant, même ces horreurs documentées cachaient quelque chose de pire. Des expériences qui n'ont laissé aucune trace écrite. Les survivants ont témoigné de procédures qui n'ont jamais été officiellement enregistrées. Des femmes ont été forcées de tomber enceintes par viol, puis soumises à des avortements expérimentaux à différents stades pour étudier le développement fœtal. Des prisonniers ont reçu des injections de cellules cancéreuses pour observer la progression de la maladie. Des femmes ont été exposées à des radiations pour tester les effets sur la fertilité et le fonctionnement des organes. Le docteur Joseph Mengele, tristement célèbre pour ses expériences sur des jumeaux, a aussi mené des recherches dans le bloc 10 qui n'ont jamais été entièrement documentées. Les survivants ont parlé de femmes emmenées dans son laboratoire qui ne sont jamais revenues. D'autres sont revenus complètement changés, incapables de parler, le regard vide, le corps marqué par des cicatrices chirurgicales suggérant des interventions sur le cerveau ou la moelle épinière. Le plus effrayant, c'était l'implication d'institutions médicales respectées. L'Institut Kaiser Wilhelm fournissait le financement et la supervision académique, l'Université de Berlin envoyait des doctorants pour aider à la recherche. Des entreprises pharmaceutiques sponsorisaient des programmes spécifiques. Il ne s'agissait pas de sciences marginales, mais de médecine conventionnelle fonctionnant sans contraintes éthiques. Lorsque les femmes résistaient ou refusaient les interventions, la réponse était brutale. Certaines étaient abattues pour les soumettre. D'autres étaient à menacer d'exécution immédiate. Quelques-unes servaient d'exemple, torturées publiquement devant les autres prisonnières pour montrer le prix à payer en cas de désobéissance. Une survivante, dont le nom a été supprimé des documents du procès, a témoigné avoir vu une femme qui refusait la stérilisation être maintenue par 4 infirmières pendant que l'intervention était pratiquée sans anesthésie. Ces cris ont résonné dans le bloc 10 pendant des heures. Le message était clair, ton corps ne t'appartient plus. Derrière chaque rapport clinique, derrière chaque donnée, derrière chaque expérience réussie, il y avait une femme dont les cris n'ont jamais été enregistrés, dont le nom a été réduit à un numéro, dont l'humanité a été effacée par la terminologie médicale. Celles qui ont survécu ont gardé des séquelles physiques et psychologiques à vie. La jambe de Wanda Pautawska n'a jamais guéri correctement. Elle a boité pendant 70 ans. D'autres survivantes sont restées stériles, incapables d'avoir la famille dont elles rêvaient. Certaines ont développé des infections chroniques à cause de bactéries introduites délibérément dans leur corps. Beaucoup ont souffert de ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique grave, hanté par des cauchemars de la table d'opération. Mais le sort le plus cruel fut peut-être le silence qui suivit la libération. Lorsque les forces alliées libérèrent les camps en 1945, les expériences médicales ne furent pas immédiatement reconnues comme des crimes de guerre. L'attention se porta sur les chambres à gaz, les fosses communes, les horreurs évidentes. Les femmes qui avaient souffert dans le bloc 10 se retrouvèrent sans voix, leurs témoignages étant considérés comme moins importants que d'autres atrocités. Puis vint la trahison ultime. La prise de conscience que leur souffrance n'avait pas pris fin avec la guerre, car les données extraites de leurs corps étaient trop précieuses pour être détruites, les tortures avaient été documentées. Les résultats avaient été archivés, et maintenant les gouvernements alliés et les entreprises pharmaceutiques devaient prendre une décision. Détruire les preuves de crimes contre l'humanité ou utiliser des données scientifiques qui pourraient sauver des vies. Ils ont choisi de les utiliser. Ce faisant, ils se sont rendus complices des tortures, tirant profit des cris qui ont résonné longtemps après la libération des camps. Wanda Pautawska était l'une des quelques 400 femmes soumises à des expériences médicales rien qu'à Ravensbrück. Dans l'ensemble du système concentrationnaire, les historiens estiment qu'entre 7 000 et 10 000 prisonniers, en majorité des femmes, ont subi une forme ou une autre d'expérimentation médicale. Le nombre réel ne sera jamais connu car de nombreux documents ont été détruits à l'approche des forces alliées. Mais ce qui a survécu raconte une histoire accablante. Ces expériences n'étaient pas des incidents isolés commis par quelques médecins sadiques. Il s'agissait de programmes coordonnés impliquant des dizaines de médecins, des centaines de membres du personnel de soutien et de grandes entreprises pharmaceutiques.
Le système était tellement organisé que les médecins pouvaient demander des types spécifiques de prisonniers pour des expériences spécifiques et l'administration du camp leur fournissait des jeunes femmes présentant des caractéristiques physiques spécifiques. Des femmes enceintes à des stades particuliers, des jumeaux pour des études génétiques. Les camps sont devenus un catalogue de sujets humains classés en fonction des expériences qui allaient les détruire. Quand le procès des médecins de Nuremberg a commencé en 1946, les procureurs se sont retrouvés face à un dilemme. Les preuves des expériences médicales étaient accablantes, mais elles impliquaient non seulement les médecins nazis, mais aussi l'ensemble du milieu médical, y compris les chercheurs alliés qui avaient utilisé des méthodes similaires. Le procès s'est concentré sur 23 accusés, mais des centaines de médecins qui avaient participé aux expériences dans les camps n'ont jamais été inculpés. Beaucoup ont retrouvé des postes prestigieux dans des universités et des hôpitaux allemands. Certains ont été recrutés par les services de renseignement américains et soviétiques pour leur expertise. Le docteur Karl Gebhardt a été exécuté en 1948, mais ses données de recherche ont survécu. Le docteur Karl Klauberg a été emprisonné, mais libéré en 1955, reprenant brièvement l'exercice de la médecine avant que le tollé général ne force sa nouvelle arrestation. Le docteur Horst Schumann, qui a mené des expériences de stérilisation, s'est enfui en Afrique et y a exercé la médecine pendant des années avant d'être extradé. Des dizaines d'autres médecins impliqués dans les expériences ont vécu leur vie comme des membres respectés de la communauté médicale. Ils ont publié des articles, ils ont formé de nouveaux médecins, ils ont reçu des honneurs et des récompenses. La blouse blanche les a mieux protégés que n'importe quelle défense juridique. Et leurs recherches, elles n'ont pas disparu. Elles ont été saisies, classifiées et discrètement intégrées dans les connaissances médicales d'après-guerre. C'est là que l'histoire prend son tournant le plus sombre. Les données expérimentales n'ont pas été détruites. Les forces alliées ont saisi les dossiers de recherche et ont découvert des informations scientifiquement précieuses obtenues par la torture. Les chercheurs militaires ont été confrontés à un dilemme éthique. Les expériences sur l'hypothermie menées en plongeant des prisonniers dans de l'eau glacée jusqu'à ce qu'ils meurent ont fourni des données sur la tolérance humaine au froid qui n'existaient nulle part ailleurs. Les expériences en haute altitude, qui consistaient à placer des prisonniers dans des chambres de pression jusqu'à ce qu'ils meurent par manque d'oxygène, ont permis de mieux comprendre la médecine aéronautique. Les essais pharmaceutiques avaient testé des centaines de composés sur des sujets humains. La décision a été prise discrètement lors de réunions classifiées. Les données seraient non les conservées et utilisées. La source serait dissimulée. Les victimes ne seraient ni reconnues ni indemnisées. Des articles médicaux publiés dans les années 1950 et 1960 citaient les recherches allemandes pendant la guerre, sans mentionner les camps de concentration. Les entreprises pharmaceutiques ont utilisé les résultats des essais cliniques pour commercialiser leurs produits. Les chercheurs militaires ont intégré les conclusions dans les protocoles d'entraînement à la survie. Un article de revue médicale de 1984 sur le traitement de l'hypothermie citait les expériences nazies sur l'eau froide. Un article de 1990 sur la physiologie en haute altitude faisait référence aux études sur les chambres de pression. Pas plus tard qu'en 2017, un chercheur a découvert qu'un atlas d'anatomie largement utilisé contenait des illustrations basées sur les corps de prisonniers exécutés. La torture avait été transformée en connaissance scientifique. Les victimes avaient été effacées des archives. Leurs cris étaient devenus des notes de bas de page dans des revues médicales, leurs corps étaient devenus des points de données dans des articles de recherche. Chaque fois qu'un médecin citait les recherches allemandes pendant la guerre, il construisait sa carrière sur la souffrance de femmes comme Wanda Pautawska. Chaque fois qu'une entreprise pharmaceutique utilisait les données des essais cliniques, elle tirait profit de la torture. Chaque fois qu'un étudiant en médecine étudiait des illustrations anatomiques basées sur des prisonniers exécutés, il apprenait à partir de meurtres. IG Farben, l'entreprise qui a financé de nombreuses expériences, a été scindée après la guerre en plusieurs sociétés distinctes, Bayer, BASF et Hoechst. Ces entreprises sont devenues des géants pharmaceutiques, dont certains sont encore en activité aujourd'hui. Elles ont versé des réparations minimes aux survivants et n'ont jamais pleinement révélé leur implication. En 1995, des documents découverts dans les archives de l'ancienne Allemagne de l'Est ont révélé que Bayer avait acheté des prisonniers d'Auschwitz pour des essais cliniques jusqu'en 1944. La société a présenté ses excuses, mais a maintenu que la Bayer moderne n'avait aucune responsabilité dans les actions de son prédécesseur. Le message était clair, les profits comptent plus que la responsabilité. La survie de l'entreprise compte plus que la justice. Pendant des décennies, les survivants des expériences médicales ont lutté pour être reconnus. Contrairement aux autres survivants de l'Holocauste,
Ils ont dû faire face au scepticisme des professionnels de la santé qui ne voulaient pas croire que des médecins aient pu commettre de telles atrocités. Wanda Pawłowska a passé des années à témoigner, à écrire et à militer. Ses mémoires, And I Am Afraid of My Dreams, publiés en 1962, ont été l'un des premiers récits détaillés des expériences médicales. Mais il a fallu attendre les années 1990 pour que son témoignage soit pleinement validé par des preuves documentaires. D'autres survivants n'ont jamais été reconnus. Beaucoup sont morts avant que leurs histoires ne soient consignées. Leurs noms n'apparaissent dans les registres des camps que sous forme de numéros, leur souffrance n'étant documentée que dans des rapports cliniques qui les décrivent comme des sujets plutôt que comme des êtres humains. Pendant 50 ans, toute la vérité sur le bloc 10 est restée classée secret. Les revues médicales n'en parlaient pas, les manuels d'histoire n'en faisaient que brièvement mention, voire pas du tout. L'accent restait mis sur les chambres à gaz et les fusillades de masse, des horreurs plus faciles à comprendre, qui n'impliquaient pas la profession médicale elle-même. Lorsque les survivants ont essayé de parler, ils ont souvent été ignorés. Le témoignage initial de Wanda Pawłowska a été remis en question par des médecins qui affirmaient que de telles expériences n'auraient pas pu avoir lieu, que l'éthique médicale les aurait empêchées. La dissonance cognitive était trop grande. Comment des guérisseurs pouvaient-ils devenir des tortionnaires ? La réponse, documentée dans des milliers de pages de preuves, était simple. Lorsque l'idéologie a remplacé l'éthique, lorsque l'efficacité a remplacé l'empathie, lorsque les êtres humains ont été classés comme inférieurs, la médecine est devenue une arme. La blouse blanche n'offrait aucune protection contre le mal. Elle le dissimulait. L'histoire des expériences médicales nazies n'est pas seulement une horreur historique. C'est un avertissement sur ce qui se passe lorsque la science fonctionne sans contraintes éthiques, lorsque l'efficacité prime sur l'humanité, lorsque les puissants peuvent désigner certaines personnes comme étant sacrifiables. Les données extraites de la torture existent toujours dans les archives médicales. Certaines ont été citées dans des articles de recherche aussi récemment que dans les années 1980. La question de savoir si elles doivent être utilisées, si les connaissances acquises par le mal peuvent servir le bien, reste sans réponse et les entreprises pharmaceutiques qui ont tiré profit des expériences sur les prisonniers sont devenues des sociétés qui dominent aujourd'hui la médecine mondiale. Elles ont présenté leurs excuses, versé des indemnités et promis des réformes. Mais la question fondamentale demeure, une institution fondée en partie sur la torture peut-elle un jour se purifier complètement de ses origines ? Le Code de Nuremberg, établi en 1947, a fixé des normes éthiques pour l'expérimentation humaine. Consentement éclairé, droit de se retirer, obligation que les expériences profitent à la société. Ces principes sont à la base de l'éthique médicale moderne, mais ce code était réactif, pas proactif. Il a été créé parce que les médecins avaient montré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance pour s'autoréguler. Wanda Pawłowska est décédée en 2023 à l'âge de 101 ans. Elle a passé les dernières décennies de sa vie à défendre les survivants, veillant à ce que leurs histoires ne tombent pas dans l'oubli. Sa jambe, définitivement endommagée par les expériences du Dr Gebhardt, lui a causé des douleurs jusqu'à ses derniers jours. Elle l'appelait son témoin, une preuve physique impossible à nier ou à ignorer. À Ravensbrück, un mémorial se dresse désormais à l'endroit où se trouvait autrefois le bloc 10. Les noms des 86 femmes soumises aux expériences sur les sulfamides sont gravés dans la pierre. Mais des milliers d'autres victimes restent anonymes, leur souffrance n'étant documentée que dans des rapports cliniques qui les réduisent à des chiffres et à des données. Leurs corps étaient des laboratoires. Leurs douleurs étaient mesurées et enregistrées. Leurs décès étaient analysés à des fins scientifiques. Ce n'est pas seulement une histoire sur l'Allemagne nazie, c'est une histoire sur la médecine elle-même, sur la façon dont la profession médicale peut devenir un instrument de souffrance lorsque l'éthique est abandonnée, lorsque certaines vies sont jugées moins précieuses, lorsque le progrès scientifique est poursuivi sans contrainte morale. La blouse blanche ne garantit pas la vertu, le diplôme de médecine n'assure pas la compassion, et la quête de la connaissance, déconnectée de l'humanité, mène à des tables d'opération où les médecins deviennent des tortionnaires et la médecine un meurtre. Les expériences ont pris fin en 1945, mais la trahison a continué. Les gouvernements alliés ont utilisé les données. Les entreprises pharmaceutiques en ont tiré profit. Les revues médicales les ont citées. Les universités les ont enseignées. Pendant 50 ans, le milieu médical, qui aurait dû honorer les victimes, a plutôt enterré leurs histoires, utilisant leurs souffrances tout en effaçant leurs noms. Merci d'avoir été témoin de cette histoire. Si ce récit a bouleversé vos idées reçues sur l'éthique médicale et la responsabilité des institutions, il a atteint son but, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner.
Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler des histoires que des institutions puissantes ont tenté d'enterrer dans les commentaires. Dites-nous quels autres secrets sombres de professions respectées vous souhaitez que nous enquêtions. Car la médecine n'est pas le seul domaine à avoir du sang sur les mains. Partage cette vidéo. Pas parce que son contenu est facile à regarder, mais parce que l'alternative, l'oubli, serait un déshonneur pour toutes les femmes qui ont souffert dans le bloc 10, tous les prisonniers dont le corps est devenu un laboratoire, toutes les victimes dont le nom a été effacé. Car le plus grand crime n'était pas seulement ce qu'ont fait les médecins. C'était ce qu'a fait le milieu médical par la suite. Utiliser les données, protéger les auteurs, réduire les victimes au silence. Les expériences ont pris fin en 1945. La trahison continue.